Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à la session 2 de l'Académie One Provence. Après un lancement en janvier dernier en physique, en présentiel, l'Académie tente une nouvelle formule en direct de l'Épopée Studio dans le 14e arrondissement de Marseille et à distance. Merci d'avoir répondu présent aujourd'hui à midi. Le thème de l'économie bleue, vous le savez, est bien spécifique à notre territoire. C'est le sujet d'ailleurs qui est arrivé en tête du petit sondage que nous avions réalisé avec les 200 participants en live le jour du lancement. Alors c'est parti, pour mieux comprendre les réalités et les enjeux que ce secteur économique de l'économie bleue recouvre, nous avons la chance ce midi d'avoir avec nous 6 intervenants du secteur, 6 experts de la mer, chacun à leur façon. Nous aurons donc 3 séquences, 3 plateaux. Un premier pour cadrer notre sujet d'un point de vue scientifique et économique. Un deuxième plateau où il sera question de voile sportive, de compétition de haut niveau, mais aussi d'une pratique de la voile responsable. Et puis enfin, nous terminerons avec un dernier plateau où il sera question de protection de la mer et de ses littoraux, mais aussi d'une mer protectrice. Dernière information, vous allez pouvoir poser vos questions en direct à nos intervenants. Ma collègue Axel Baheux, qui s'occupe des réseaux sociaux de One Provence, est avec nous ce midi pour suivre vos réactions, vos commentaires et vos questions, bien sûr. On ne pourra pas forcément répondre à toutes les questions ce midi, mais nous le ferons dans la foulée de cette diffusion si nous manquons de temps. Alors pour commencer et poser le cadre de notre sujet de l'économie bleue, on accueille Richard Sempéré du CNRS, directeur de l'Institut Océan de Aix-Marseille Université, et Christine Le Gargasson, conseillère experte de la gouvernance de la Chambre de commerce et d'industrie Aix-Marseille-Provence. Donc Richard, si on devait se livrer à une définition de l'économie bleue, comment on s'y prendrait d'un point de vue scientifique ? Puisque vous êtes un chercheur émérite et que vous avez forcément une vision très large de ces sujets. Bien, Christophe, l'économie bleue, en fait, ce n'est pas uniquement une économie de la mer ou une économie maritime, c'est une économie qui tient compte de la soutenabilité et de l'impact sur les écosystèmes marins. Donc il y a certes le développement d'activités économiques dans différents secteurs, donc qu'on va peut-être voir par la suite dans la discussion, mais il y a une prise en compte constante et dès le début d'un projet, par exemple industriel, de l'impact que pourrait avoir ce projet sur la santé des écosystèmes marins au sens large. Bien sûr. Et donc vous avez, je crois, avec vous quelques visuels qui vous permettent un peu de situer l'économie bleue dans le spectre large des sciences océanographiques. Oui, alors ce qui peut aider, c'est dans cette réflexion d'économie bleue, c'est de considérer dès le début, dans un contexte de développement économique, qu'il y a quand même une pression anthropique qui est forte sur la planète, sur les océans et sur la Méditerranée d'une manière spécifique, et notamment le changement climatique. Donc on va avoir le réchauffement de la planète avec la Méditerranée, avec un réchauffement qui est déjà de 0,5 degrés pour les eaux, de 1,5 pour l'atmosphère, et on s'attend à un réchauffement des eaux qui peut aller à plus de 2-3 degrés d'ici la fin du siècle. Tant pour l'atmosphère que pour les eaux méditerranéennes. Donc ça, c'est un peu une pression forte du réchauffement, mais aussi il y a des phénomènes d'acidité qui augmentent dans les océans, la mer Méditerranée, des phénomènes d'hydrologie qui vont être modifiés du fait de ce réchauffement. Donc on va avoir une circulation océanique différente, donc des zones de production de phytoplancton et donc des zones de pêche qui vont être modifiées dans le futur, donc un impact là aussi sur l'économie. Et il y a aussi une pollution plastique, mais aussi chimique au sens large, qu'il est important de considérer comme pression, donc sur la mer Méditerranée. Donc ça cadre un peu l'aspect fort de l'anthropisation du milieu sur le développement de l'économie. Et après, on voit bien qu'il y a différents secteurs spécifiques qui se développent sur la planète et sur la Méditerranée. Alors on parle du tourisme, qui est un secteur important en mer Méditerranée. C'est 80% de l'économie bleue. Il y a l'économie et le développement de l'énergie éolienne, qui est un secteur en plein développement. On s'attend à plus de 12 gigawatts pour 2030 en mer Méditerranée. Il y a des projets français qui visent 2 fois 750 mégawatts dans le golfe du Lion, par exemple. Des projets à Marseille, au large de Port-la-Nouvelle ou au large de Perpignan. Donc tous ces projets spécifiques issus de l'activité humaine
interviennent sur le concept d'économie bleue, dans la mesure où si on veut développer de manière soutenable ces nouvelles activités, je pourrais parler aussi de la pêche, du transport maritime, en fait, il faut avoir une réflexion en mettant autour de la table tous les acteurs, les industriels, les collectivités, les NGO et les laboratoires de recherche, et l'Institut Océan en fait partie au premier dont plan. vous avez parlé et que je dirige est un acteur important parce qu'il réunit des forces interdisciplinaires qui peuvent conseiller, alerter et trouver des solutions pour parvenir à ce développement harmonieux de l'économie bleue. C'est tout l'enjeu d'un développement harmonieux, en effet. Je crois que vous avez une journée, d'ailleurs, qui est prévue dans les prochaines semaines avec autour de l'Institut, portes ouvertes, rencontres, étudiants, entreprises. Absolument, oui. C'est ce qu'on a. Bon, ça tombe le jour de la journée des océans, ça sera le 8 juin cette année, 2024. Et on fait ça avec nos partenaires de Marseille Capitale de la Mer, notamment, et puis d'autres. Et on essaye de réunir le même jour donc des étudiants, bien sûr, des enseignants-chercheurs, des chercheurs, des entreprises, des autorités locales aussi, pour essayer de mettre en avant les futurs domaines de développement industriel, les nouvelles expertises qui sont nécessaires aussi, et les nouvelles formations qui doivent être associés à ce développement économique. Donc on va discuter avec tous ces acteurs pour essayer de s'organiser pour le futur. Oui. Alors justement, merci Richard pour cet éclairage là qui nous montre qu'effectivement on est sur un sujet qui est à la fois spécifique mais qui, vous l'avez dit, doit s'inscrire dans un cadre de responsabilité écologique, et vous avez évoqué le climat et les difficultés liées à l'eau. Donc cette économie bleue, on le voit, c'est une réalité multiple avec des enjeux économiques et des filières différentes sur le territoire, du fort potentiel. D'ailleurs, c'est un sujet de développement économique qui est porté par plusieurs collectivités, Aix-Marseille, Provence Métropole, bien sûr, le pôle mer Méditerranée, qui fédère aussi 500 structures publiques, privées. Christophe Avellan, qui malheureusement n'a pas pu être avec nous ce midi, m'expliquait que la raison d'être du pôle mer Méditerranée, c'est de construire une économie bleue qui soit décarbonée, qui soit souveraine et qui soit porteuse d'une croissance durable et d'emplois d'avenir. Et je crois que c'est aussi une vision partagée par la Chambre de commerce et d'industrie d'Aix-Marseille-Provence. Christine, en quelques minutes également, la vision de la Chambre et surtout le travail qui a été effectué sur le repérage de ces filières sur notre territoire. Merci pour cette invitation. Alors effectivement, la Chambre de commerce est naturellement tournée vers la mer. Hein. Si on se rappelle, si on se remémore les raisons pour lesquelles elle a été créée en 1599, c'était justement pour protéger les navires marchands contre les pirates en mer Méditerranée, à une époque où l'essor du commerce maritime était à son apogée. Donc bien évidemment, c'est dire si notre Chambre est particulièrement intéressée par ces questions d'économie bleue. Alors nous, on a coutume un peu d'aborder les choses sous deux angles, hein, je pense que vous le voyez à l'écran en ce moment, c'est de distinguer à la fois les activités, d'une part les activités économiques où la mer constitue une ressource pour l'entreprise, hein, c'est ce qui lui permet finalement d'exister et de se développer, je pense au transport maritime, je pense à la pêche, etc. Mais effectivement, on a de plus en plus, et vous l'avez rappelé tout à l'heure, l'obligation aussi d'amener les entreprises à se considérer comme étant des solutions au service des enjeux littoraux et marins dont on vient de rappeler qu'ils sont particulièrement cruciaux, hein, et en particulier sur notre bassin méditerranéen. On pense aux pollutions, on pense aux traits de côte, on pense à toutes ces questions-là. Donc sur notre territoire, on a la chance finalement de réunir beaucoup d'ingrédients, à la fois par des acteurs économiques, par un environnement et un écosystème qui est particulièrement riche. Et nous, on a tenté un peu de dresser un portrait de cette économie bleue. Alors, bien évidemment, en mettant en évidence les filières, les grandes filières traditionnelles, les grandes filières emblématiques du territoire, par le transport maritime. Hein. On a le numéro 3 mondial de la logistique qui est présent chez nous, la logistique portuaire, la pêche, les chantiers navals, qui sont des filières installées, structurées et qui pèsent très lourd dans notre économie.
Petite parenthèse, hein, nous, on a à peu près estimé que cette économie bleue, à l'échelle de la métropole, elle représente à peu près 40 000 emplois hein, sur l'ensemble des filières qu'elle recouvre. Après, on a, nous, une vision, un regard sur quelques filières à opportunité, parce qu'elles nous semblent discriminantes, elles nous semblent intéressantes à mettre en lumière ici. Vous l'avez un petit peu évoqué tout à l'heure, et ça on coïncide hein, sur ce sujet-là, la question des sports et des loisirs. Alors on a un très grand événement, comme vous le savez, hein, qui va animer notre territoire avec les Jeux Olympiques prochainement. Et la voile en particulier, je crois qu'on y reviendra tout à l'heure, mais tout ce qui est plaisance et plongée nous paraît être un secteur d'avenir extrêmement important. L'océanographie est un deuxième secteur qui nous paraît être également caractéristique hein, de ce qu'on peut mettre en avant sur notre territoire. Je pense à la robotique sous-marine, je pense aux câbles sous-marins également, hein, qui vont nous placer très prochainement comme étant... cinquième, j'entends dire, exactement, dernier classement, cinquième hub mondial. Pour le moment, on est encore septième, et très prochainement, on va passer cinquième des hubs numériques mondiaux. Les énergies, vous l'avez évoqué tout à l'heure, l'éolien offshore flottant bien évidemment, mais on pense aussi à la thalassothermie hein, qui a été mise en place sur notre territoire avec succès ces dernières années. Et puis il y a tous les enjeux de protection écologique du milieu marin et du littoral qui sont là aussi des secteurs d'avenir et des opportunités pour les entreprises d'être en mode solution. Pour ces milieux maritimes, littoraux et insulaires. Bien évidemment. Alors nous, Chambre, on essaye d'agir à notre manière. Vous savez que le métier de la Chambre de commerce et d'industrie Aix-Marseille-Provence est véritablement d'accompagner les entreprises, de les mettre en relation les unes avec les autres, de stimuler l'innovation sur ce territoire. Et on a la chance d'avoir quelques infrastructures aussi en gestion en lien avec la mer. Et je pense à l'Anse de la Réserve, dont on veut réellement faire un fer de lance aussi de la plaisance durable. Hein, notre port de l'Anse de la Réserve, qui est donc géré par la Chambre de commerce, a une ligne qui est axée sur un port durable, et on vient de récompenser d'ailleurs récemment des entreprises qui vont travailler sur un tourisme nautique durable, de façon à faire progresser aussi à la fois notre port et l'ensemble de la plaisance, de l'activité de plaisance locale. Je voudrais également citer le salon de l'éolien offshore flottant hein, qui revient à Marseille cette année, après avoir très bonne nouvelle, qui a tenu sa première édition ici, qui est allée un petit peu ailleurs entre-temps, et qui va se tenir du 24 au 26 avril prochain. Hein, donc là aussi, c'est un secteur important pour nous. La Chambre de commerce est également consciente que une entreprise qui vit sur ce territoire méditerranéen doit prendre à bras-le-corps les sujets de la mer. Et on a monté avec le Conservatoire du littoral une opération qui s'appelle ICO Solutions, là aussi pour amener des entreprises à s'engager, s'investir au service des enjeux insulaires, littoraux et marins. Donc on a là une démarche très proactive, volontariste, pour essayer de faire prendre conscience que cette mer-là, c'est un patrimoine commun de nous tous, et en particulier des entreprises qui utilisent souvent cet environnement pour en faire un vecteur d'attractivité. Je signale également qu'on a des collections au Palais de la Bourse, très riches, qui sont beaucoup autour du patrimoine maritime, et on va monter une grande exposition en lien avec le musée Regard de Provence très prochainement, une exposition qui s'appelle Marseille au cœur maritime et qui va se tenir à partir du mois de mai jusqu'au mois de septembre, et donc recouvrir toute la période des JO. Voilà. Donc c'est vrai que l'action de la Chambre, elle est multiple. On voudrait aller plus loin. Je pense que c'est important de lancer le message aussi à tous les acteurs qui travaillent sur ces sujets-là. Il faut qu'on s'unisse, qu'on travaille davantage ensemble, qu'on essaye d'agir en ordre organisé, non pas en ordre dispersé, parce qu'il y a de grandes choses à faire ici. Je pense qu'on en est tous convaincus. Et en tous les cas, nous, la Chambre, on est prêts à jouer tout notre rôle dans ce domaine-là. Eh ben, formidable, merci Christine. C'est vrai que c'est tout, là encore, le sens du collectif. Vous l'avez aussi évoqué, Richard. Je voulais aussi, avant qu'on termine cette première séquence, revenir sur la question des formations, puisque tu l'as dit, Christine, il y a là des sujets
sujets dont les entreprises peuvent s'emparer et non pas les subir, parce qu'elles peuvent être complètement motrices dans les changements et dans la transition qui s'engage. J'imagine évidemment que tout ça, ça amène à de nouveaux métiers, ça amène du coup à des formations qui doivent s'adapter. Qu'en est-il à l'échelle d'un institut comme l'Institut Océan en termes de nombre d'étudiants ou de différents types de formations? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire pour les jeunes qui nous écoutent et qui auraient envie de s'impliquer, de se lancer dans ces carrières liées à la mer? Alors, pour les formations, il y a deux axes importants sur lesquels on réfléchit avec tous nos collègues responsables des formations au sein de l'université. Il y en a un qui concerne déjà l'interdisciplinarité. C'est-à-dire qu'on voit bien que si on veut trouver des solutions pour les problèmes environnementaux, mais c'est le cas sans doute dans d'autres domaines, mais au moins pour les problèmes environnementaux et ceux qui touchent au domaine marin en particulier, on a besoin pas uniquement d'observation, mais on a besoin de trouver des solutions. Et si on veut trouver des solutions, les solutions elles peuvent être technologiques, donc ça veut dire que un océanographe a besoin, par exemple, de discuter avec des collègues qui font de l'intelligence artificielle, de la robotique marine pour développer des nouveaux outils. Mais il a aussi besoin, s'il veut passer dans le domaine de l'action, de collègues qui travaillent dans le domaine académique, dans le domaine de l'économie bleue ou des juristes de la mer, qui, eux, peuvent avoir un dialogue approprié avec les autorités locales ou européennes ou internationales, de manière générale. Donc il y a besoin d'avoir déjà au niveau de l'université ce dialogue interdisciplinaire. Alors ça peut se faire en créant des passerelles entre les masters existants. Au sein de l'Institut Océan, il y a déjà une vingtaine de masters entre Aix-Marseille Université et l'Université de Toulon. Il y a aussi l'École centrale Méditerranée qui est partenaire de l'Institut Océan. Donc on essaye, on est sur une trajectoire qui durera une dizaine d'années, ce sont des choses compliquées, de créer des passerelles entre les masters ou de créer des nouveaux parcours qui, dès le début de la formation, injectent un petit peu d'interdisciplinarité, c'est-à-dire donner un petit peu de connaissance de l'océan pour un juriste ou l'inverse. Donc ça, c'est vraiment un axe sur lequel on travaille beaucoup. Et le deuxième axe, c'est effectivement, vous l'avez dit, c'est ces nouveaux métiers, ces nouveaux domaines technologiques qui apparaissent, donc qui nécessitent des nouveaux métiers, donc des nouvelles formations. Donc là, il faut être attentif à ça, et on y réfléchit beaucoup, et ça sera l'objet un peu de la réunion du 8 juin. C'est essayer de voir comment est-ce qu'on peut développer de nouvelles filières de formation qui sont adaptées aux enjeux du futur dans le domaine marin. Voilà. Eh bien, on vous fait toute confiance pour développer de nouvelles formations. Oui, je peux peut-être aussi compléter ça, parce qu'effectivement, là, on est totalement complémentaire, puisque la Chambre de commerce est également un organisme de formation. Et dans le domaine de l'économie bleue, on a par exemple en ce moment un gros projet avec les chantiers navals de la Ciotat Shipyard, pour amener les salariés qui sont déjà en poste à évoluer vers les métiers de demain. Et je pense que le maître mot de l'économie aujourd'hui, ce sont les transitions. Personne ne passe à côté de ça. Et aujourd'hui, on a, nous, cette volonté, cette préoccupation de faire évoluer les métiers de telle sorte qu'ils répondent mieux demain aux besoins aussi des entreprises. Donc on l'a compris, c'est à la fois un secteur à fort potentiel qu'il faut accompagner. Du côté des entreprises, c'est ce que fait la Chambre aux côtés des autres collectivités du territoire, métropole, région, qui jouent tous leur partie bien sûr. Du côté universitaire, on l'a compris aussi, les formations vont devoir évoluer, s'adapter. On fait toute confiance à Aix-Marseille Université qui, je le rappelle, flirte avec la 150e place au classement de Shanghai, donc les meilleures universités du monde. Donc on vous fait toute confiance pour proposer aux jeunes du territoire, aux passionnés de la mer, des formations qui leur permettront d'intégrer bientôt les entreprises du territoire. Merci beaucoup Richard Sempéré, Christine Le Gargasson pour vos témoignages. Nous allons maintenant passer quelques secondes en mer, vous allez voir. Merci à la société Marcel de nous avoir confié ces magnifiques images et on se retrouve dans quelques secondes. Merci, à tout de suite. Après les images que nous venons de voir, naturellement, le lien s'établit entre l'économie bleue, la mer et les océans et la pratique de la voile. Les envies d'évasion, de performance sportive, on pense bien sûr aux Jeux Olympiques et à cette terre de voile qui est devenue Marseille. Alors pour nous en parler, on accueille Amandine Deslandes, directrice générale de la société Marcel, et on accueille aussi Georges Sémandy, qui est le fondateur de l'association Les Voiles de l'énergie et de l'environnement, pour cette seconde séquence où on va parler de voile, de plaisance, de compétition aussi. Alors Amandine, Société Marcel, la voile sportive, c'est pratiqué et c'est une dynamique en cours sur le territoire, les régates, et ça conduit à la compétition de haut niveau ?
Alors effectivement, hein, la voile sportive à Marseille, c'est avant tout la voile qui va être mise à l'honneur cette année avec les Jeux Olympiques 2024, la voile olympique. C'est-à-dire une voile plutôt légère, plutôt une voile à la journée, qui est pratiquée ce qu'on appelle inshore, c'est-à-dire en baie, au sein de la rade de Marseille. Et d'ailleurs, si vous sortez en mer, vous avez l'occasion de voir les planchistes ou les petits dériveurs qui s'entraînent très régulièrement. On a une chance immense, c'est d'accueillir un centre d'excellence de sportifs de haut niveau, puisqu'on a le Pôle France Voile Marseille, qui est une émanation de la Fédération française de voile, qui est implanté ici et qui forme des sportifs et j'espère des futurs médaillés olympiques. Mais c'est vrai qu'au-delà de cette voile olympique, on a aussi une pratique qui est peut-être un peu méconnue, mais qui est une pratique sportive amateur. Là aussi, plutôt inshore ou en tout cas de petit offshore. C'est aussi la Méditerranée est une mer fermée, oui. Et donc forcément, elle engage plutôt à avoir cette logique de régate en baie. Et donc cette pratique amateur, c'est réellement une pratique sportive qu'on voit dans les clubs nautiques sur le Vieux-Port ou à la Pointe-Rouge par exemple, et qui permet une vraie passerelle vers la course au large. La course au large, malheureusement, j'allais dire presque pour nous sur ce territoire, ça se passe plutôt sur la façade atlantique. Donc aujourd'hui, en tout cas aujourd'hui, en Bretagne, bien que notre territoire ait accueilli par le passé certains très grands événements et probablement, j'espère, encore dans le futur. Et c'est vrai que cette course au large, juste pour situer pour les gens qui nous écoutent, c'est par exemple les grandes transats comme la route du Rhum. La mythique route du Rhum. Effectivement. Et donc cette course du large, elle est porteuse de beaucoup d'innovations en fait. C'est ça qui est intéressant aussi, c'est qu'on voit les liens entre la course de compétition, course au large, et puis la plaisance dans des applications d'innovation industrielle qui se déclinent comme dans le monde automobile, la F1 qui fait profiter de ces avancées technologiques à la voiture du quotidien. C'est un peu le même... Effectivement, je pense que... Alors peut-être, je ne suis pas certaine que tout le monde sache bien ce que recouvre la course au large, mais effectivement, la course au large, c'est avant tout un sport mécanique. Un sport mécanique parce que nous avons des bateaux qui sont extrêmement technologiques. Ce sont des bateaux qui nécessitent des écuries de course au large avec des ingénieurs, des bureaux d'études, beaucoup d'utilisation des data, de la recherche et développement énormément. Et donc, forcément de l'innovation, puisque nos bateaux sont ce qu'on appelle prototypes, ils sont différents mais encadrés dans ce qu'on appelle une jauge, qui est une forme de norme en fait, qui définit un certain nombre de choses qu'on a le droit de faire ou pas faire. Et dans ce cadre-là, par contre, l'innovation est permise. Et c'est vrai qu'on se rend compte qu'en une vingtaine d'années, les bateaux ont pris 10 nœuds de vitesse en moyenne, 10 nœuds c'est à peu près 20 km/h, voilà. Et donc c'est vrai qu'on se retrouve avec un bond technologique et presque, c'est même pas une évolution de notre sport, c'est une révolution. Ouais. C'est-à-dire qu'on passe à des bateaux à foil. Les bateaux à foil, donc foil, c'est ces petites choses, ces petits appendices qui dépassent des bateaux que vous voyez sur des petites embarcations ou des très grandes, qui permettent aux bateaux de voler. Donc, c'est-à-dire que cette révolution, elle est assez formidable parce qu'on est un peu comme les aviateurs quand ils sont passés de la découverte du vol, et puis ces cabines ouvertes, puis ces cockpits fermés. Et aujourd'hui, les navigateurs sont devenus des pilotes. Vraiment, vous parliez de Formule 1, mais c'est un peu ça. On a vraiment ces pilotes avec une dimension technologique, ingénieure très importante. Et ça, c'est une source évidemment d'innovation pour le bateau de monsieur et madame tout le monde, comme ça l'a été dans le monde de l'automobile, effectivement. Voilà, et au-delà de ce monde dans lequel on voit qu'il y a de l'innovation technologique, de l'innovation évidemment industrielle aussi qui profite au secteur, à Marseille, au cœur de la société Marseille, on a aussi un parti pris fort qui consiste à dire qui constate que la pratique de la voile de haut niveau, ça crée des conditions qui sont propices aussi à l'émulation managériale. Et je crois que vous, Amandine, vous avez développé un vrai programme d'ingénierie managériale, on pourrait l'appeler comme ça, et qui s'adresse aux entreprises de toute taille. Mais parce que sur un bateau, quand on est en équipage, on reconstitue un peu les enjeux du travail, la prise de décision, la chaîne d'entraide. C'est exactement ça, Christophe. Effectivement, on a d'abord analysé beaucoup ce que faisaient les sportifs de haut niveau. Mon associé Christopher Pratt, qui donc lui est navigateur et le fondateur de grand Marseille. Navigateur Christopher Voilà, Pratt. Le grand navigateur marseillais. On n'en a pas d'autres. Voilà. C'est notre star. C'est ça, exactement. Et c'est vrai qu'il a fait des travaux de
recherche, il s'est formé en psychosociologie du sport il y a quelques années, dans le laboratoire notamment de Pierre Dantin à Aix-Marseille Université, on en parlait tout à l'heure, qui a beaucoup d'expertise. Et dans ce cadre-là, il est devenu conférencier. Et à côté de ça, il avait toujours créé ce qu'on appelle l'expérience voile, c'est-à-dire d'emmener des gens naviguer. Et on s'est rendu compte, moi je ne viens pas du monde de la voile, j'ai fait un exec MBA, je viens du monde du management, du business, et je me suis très vite rendu compte qu'effectivement la métaphore marine, elle est d'une puissance absolue, et surtout, même avant d'avoir découvert la voile, je l'utilisais. Eh oui. Tenir le cap, veiller au grain, tous dans le même bateau, et je pourrais vous en citer, mais tellement c'est sans fin. Et en fait, si on s'attache à cette sémantique, c'est bien parce qu'il se passe quelque chose. La voile, je le disais, c'est un sport mécanique, mais c'est aussi un sport stratégique. Si on le dit en plaisantant, c'est un sport d'intello, parce que c'est un sport de stratégie, de prise de décision stratégique, dans un environnement complexe, évidemment, et multifactoriel et extrêmement changeant, puisque vous êtes soumis aux éléments. Et en fait, cette métaphore et cette méthode qu'on a développée, c'est un peu une école des soft skills, ces fameuses compétences douces dont tout le monde parle aujourd'hui. Agilité, capacité à entrer en relation avec l'autre, empathie, écoute, capacité à décider. Et tout ça, c'est ce qui forme le collectif. Et on s'est donc rendu compte que les sportifs de haut niveau, particulièrement dans le domaine de la voile, étaient capables de transférer ces méthodes. Et donc, on a développé un programme qui allie expérience en mer et réflexion à terre et qui travaille ces sujets de soft skills et de leadership. Et c'est vrai qu'on est arrivé à une conclusion qui est que la confiance crée la performance. Et cette confiance, c'est la confiance en soi, pour être capable de réaliser son plein potentiel, évidemment, mais c'est la confiance en l'autre aussi. Parce qu'au sein d'un bateau, vous parliez d'entraide, évidemment que la confiance est primordiale pour qu'un équipage fonctionne. Et si je me permets un peu dans ces temps quelquefois un peu moroses, c'est la confiance en l'avenir, c'est quelque chose d'un peu plus peut-être métaphysique, une forme de foi qui permet de se dire que ça va aller bien. Et heureusement que les marins ont cette petite flamme en eux. Voilà, parce que sinon, ça ne serait pas forcément facile quand on est dans 8 mètres de creux au milieu de l'Atlantique. Si on n'a pas ce petit feu sacré, ça peut devenir très compliqué. Voilà, et je crois vraiment, en toute simplicité, en toute humilité, que ce qu'on vit dans la voile de haut niveau peut apporter beaucoup aux entreprises. Nous, on l'a expérimenté, nos clients nous le disent. Et vraiment, je crois qu'on a ça avec Christopher qu'on a envie de porter au monde. Et je trouve qu'il n'y a rien de mieux que de le faire dans notre belle Provence. Merci beaucoup Amandine, et puis appel à toutes les entreprises qui souhaiteraient aller flirter un peu avec les vagues et les éléments. Marcel, c'est à Marseille et c'est très facile d'organiser un séminaire avec ses collègues, un comité de direction, etc. Tu l'as dit, la voile, c'est un endroit où effectivement les rapports humains et les liens sont fondamentaux. La question écologique, elle est aussi centrale aujourd'hui dans la pratique de ce sport de plaisance, et on comprend que la conscience écologique soit désormais au cœur de l'innovation. Et c'est ce que va nous raconter Monsieur Georges Semandi, qui représente et qui est le fondateur des voiles de l'énergie et de l'environnement en 2017, et qui milite, enfin en tout cas qui agit dans l'objectif de contribuer à faire évoluer la plaisance au regard des enjeux environnementaux et sociétaux qui sont les nôtres. Alors vous m'avez dit, quand on s'est parlé pour préparer, vous m'avez dit l'économie bleue sera aussi verte ou ne sera pas. Oui, à ce jeu des couleurs, effectivement, c'est bien ce que j'ai dit, l'économie bleue, en tout cas pour la plaisance, qui est l'objet de notre association, sera, selon nous, verte ou ne sera pas. Un économiste anglais disait récemment, Tim Jackson, que l'économie est une filiale à 100% de l'écologie, en tout cas le doit l'être aujourd'hui, puisque l'économie finalement grandit sur les ressources naturelles. Et ces ressources naturelles étant finies, l'économie doit aussi se considérer de cette manière-là. Et il faut dire que le monde vit une trajectoire environnementale préoccupante. 6 des 9 limites planétaires sont dépassées. Mais c'est une raison pour agir, c'est pas une raison pour se désespérer. Il faut être positif, c'est pas trop tard, même si certains enjeux sont aujourd'hui dépassés. C'est ce qui nous anime chez V2E. Voilà. Qui est une association qui s'inscrit dans la mosaïque des associations qui agissent pour la protection des océans. Et nous, notre secteur, très modeste, on est un peu les colibris du sujet, c'est le domaine de la plaisance et son volet sportif qui est la régate. Voilà ce qu'est V2E, surtout que l'économie de la plaisance dans la région, c'est pas rien. C'est un chiffre d'affaires de plus de 1,5 milliard d'euros, c'est 12 000 emplois, c'est 50% des places de port.
c'est 60% des nuitées en mer et c'est 70% de la grande plaisance en Méditerranée. Donc c'est quelque chose, et raison de plus pour agir, d'autant plus qu'en Méditerranée, au kilomètre carré, il y a 2 fois plus de déchets que dans le golfe de Gascogne, il y en a 10 fois plus qu'en mer du Nord. La densité de plastique en Méditerranée est supérieure à celle du 7e continent en Pacifique. Donc il y a quelque chose. Et voilà. Il y a des urgences qui mobilisent. Il y a des urgences. On a une espèce endémique qui est l'herbier de Posidonie, qui est vraiment propre à la Méditerranée, qui est menacée. Et un hectare de Posidonie, ça capte autant de CO2 que 15 hectares de forêt tropicale. Donc c'est tout ça qui nous bouge. Et c'est sur l'ensemble de ces sujets que vous agissez pour que la plaisance s'engage elle aussi dans une transition qui nous concerne tous. Oui, alors le mot transition est un mot intéressant. Je crains qu'il y ait plus urgence que de réfléchir à la transition. C'est véritablement une mutation de ce secteur et dans bien d'autres sans doute qu'il faut prendre. Et chez V2E, on a identifié trois types de solutions, 3 familles de solutions. Le plaisancier lui-même doit revoir certaines de ses pratiques. L'innovation technologique doit être au service de cette transition. Je pense aux anti-fouling. Un gramme d'anti-fouling, c'est cette peinture qu'on met sous les bateaux pour éviter que les algues et les coquillages s'accrochent. Ça contamine 10 000 mètres cubes d'eau. On en met 3,5 kg par bateau et par an en France. Il faut inventer des anti-fouling beaucoup moins toxiques. Et puis, il y a la réglementation. Légiférer, ce n'est pas un mot tabou pour nous. Je pense aux bouées de mouillage des bateaux qui évitent de mettre l'ancre et de détériorer le fond. Donc, c'est tout ça. Et puis, je crois qu'il faut profondément repenser notre modèle de développement. Il y a 12 000 bateaux de plus par an qui arrivent en France. 12 000 plus 12 000 plus 12 000. Et en 2022, on en a déconstruit 3 000. Jusqu'où on va mettre tous ces bateaux. Donc les solutions, c'est le bateau partage, c'est la location, c'est toutes ces choses-là, c'est la multipropriété, par exemple. Et puis, pour le volet sportif, qui est la régate, et puis, puisque Amandine en parlait, on peut se dire à quoi ça sert d'aller toujours plus vite. Alors bien sûr, il y a le volet innovation, etc. Mais est-ce qu'on ne s'amuse pas autant à 20 nœuds plutôt qu'à 40 ? Est-ce que combien de collisions avec les cétacés on évite, etc. Je ne veux pas jeter tous les progrès techniques et l'innovation qui sont derrière ça, mais c'est bien l'interrogation du modèle qui nous semble être une solution primordiale. Qu'il faut mettre sur la table. Et sur le domaine de la sensibilisation, parce que ça passe par ça, même si, de mon point de vue, il faudrait aller beaucoup plus vite. Chez V2E, on invente la fresque de la plaisance sur le modèle de la fresque du climat. Et puis, sur le plan de la régate, on a inventé la notion d'éco-régate qui permet d'interclasser les candidats non seulement en fonction de leur performance sportive, mais aussi de leur performance écologique. De cette manière, un bateau en bois, il aura une bonification par rapport à un bateau en plastique qui est aujourd'hui un recyclable parce que c'est du multicouche, du composite, etc. Donc c'est revoir la compétition sans la supprimer parce que c'est un jeu, c'est de l'innovation, c'est convivial, mais revoir peut-être la manière de faire de la plaisance et la manière de faire de la compétition. Et interclasser les bateaux en tenant compte de leur performance écologique, on l'a testé, ça marche et aujourd'hui des clubs marseillais nous demandent d'appliquer cette recette-là. Merci Georges, j'imagine que ce sont aussi des sujets qui sont très présents au sein de Marcel et puis même, voilà, vous avez j'imagine aussi cette conscience. Évidemment qu'on a cette préoccupation dans notre sport et heureusement, Georges disait... parler du colibri, moi j'aime bien cette métaphore aussi. Effectivement, alors nous chez Marseille, en tant qu'entreprise organisatrice d'événements nautiques, bien sûr qu'on y fait attention aussi dans notre manière d'organiser nos événements. Mais au-delà de ça, dans le sport de haut niveau, typiquement, nous, voilà, c'est aussi le colibri. On a décidé de devenir armateur d'un bateau l'an dernier, un Ocean 50, un trimaran de course. Et on a choisi ce bateau-là justement parce que cette classe de bateaux a une démarche RSE. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un numerus clausus, il n'y a que 10 bateaux du genre en France et dans le monde, puisque la course au large est quand même une spécificité française. Et donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que limité à 10 bateaux, ça veut dire qu'on arrête cette course à l'échalote. Et moi, je suis complètement en phase avec Georges. Ça veut dire qu'on ne construit pas toujours des bateaux, etc. Et que si à un moment donné, on décide qu'un bateau est trop vieux parce qu'il a fait 4, 5, 6 routes du Rhum et que c'est plus en sécurité, on ne peut plus faire la route du Rhum en sécurité parce que
quand même traverser l'Atlantique sur un bateau qui peut se retourner. Voilà. Si on décide que c'est plus une manière sécurisante de le faire, qu'est-ce qu'on fait de ce bateau ? Est-ce qu'on en fait un bateau école ? Est-ce qu'on en fait un bateau de sensibilisation ? Ou est-ce qu'on le démantèle pour qu'il soit le plus vertueux possible ? On a aussi dans nos règles de classe tout un tas d'engagements RSE sur avoir une production d'énergie à bord qui soit respectueuse et donc avec une énergie qui ne soit pas fossile. On a tout un tas d'engagements et on y travaille. Et quand Georges parlait des cétacés aussi, c'est des sujets sur lesquels on travaille avec des radars de détection pour essayer d'améliorer les choses. Quant à la vitesse, moi je ne navigue pas, je ne suis pas forcément la mieux placée pour en parler, mais effectivement, je crois qu'on a tous pris conscience de ça dans la course au large. Et justement, je crois aussi que là, on a notre rôle à jouer. De la même manière que je disais que la voile de haut niveau est une source d'inspiration, je crois qu'elle peut être aussi, sans donner de leçons, parce que je le disais, on est un sport mécanique. Et moi, quand on vient me chercher en me disant la voile est un sport propre, je dis attention. Attention, je ne veux pas raconter des choses qui ne sont pas vraies. Et donc nous, on est vraiment... Et c'est aussi pour ça que, par exemple, chez Marseille, on s'est engagé sur une cause sociale auprès de la Fondation pour l'enfance, parce qu'on ne voulait pas forcément être l'étendard non plus d'une voile verte, parce qu'on n'est pas à 100% dans la voile verte. Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que la préoccupation, elle est là. Et à notre petit niveau, chez Marseille, on y travaille en tout cas. Votre petit niveau, votre magnifique niveau. Dans tous les cas, ce qui est sûr, c'est qu'on voit bien que les questions, elles sont présentes dans l'esprit de chacun et que simplement il y a des équilibres à trouver. Mais l'exemple que vous avez pris sur les peintures de coques, il est intéressant parce que là, on demande que aux industriels d'innover et de nous créer une peinture qui soit moins. Donc là aussi, c'est un appel à ceux qui nous écoutent, chercher chimistes et autres créateurs de produits pour protéger les coques sans nuire à l'environnement. D'autres points, puisque vous avez dit il ne suffit pas d'innover techniquement, il faut reconsidérer les modèles de développement. Donc vous m'avez parlé d'un rapport Pisani-Ferry quand on s'est parlé au téléphone, pardon. Vous pouvez nous en dire un mot justement sur ces modèles de développement qu'il faut reconsidérer? Avant ça, pour revenir sur l'antifouling dont vous parliez, vous voyez, vous parlez de mettre au point d'autres peintures, mais il faut pousser encore plus loin. Il faut imaginer d'autres moyens de protéger les coques. Il y a une start-up bretonne qui a tout simplement proposé de mettre des rouleaux dans l'eau sur une place de port, comme les rouleaux de lavage des voitures. Vous arrivez avec votre bateau, vous passez au rouleau, vous ressortez, toutes les algues sont parties, il n'y a pas besoin de mettre de peinture. Ils sont en train de mettre une station expérimentale à Saint-Cyprien en Méditerranée. Je les ai appelés parce que je ne voulais pas faire l'anti-fouling de mon bateau, parce que maintenant que je sais ce qu'il y a dedans, j'ose plus le faire. Ils m'ont dit, pour le moment, on n'a pas de demande. Bon. Moi, ce à quoi je crois beaucoup, c'est la force du plaisancier dans son comportement, mais aussi le plaisancier avec sa carte bleue. Lorsqu'il va chez son shiplander préféré ou chez son vendeur de bateaux, il peut demander un bateau avec des coques en matériaux biosourcés et pas en plastique. Il va chez son anti-fouling, il demande des produits biodégradables pour l'entretien de son bateau. Et puis le plaisancier électeur qui n'aura pas hésité à interpeller les pouvoirs publics pour légiférer dans le bon sens. Je crois que globalement, c'est l'usage qu'il faut revoir, que ce soit les ports, pourquoi pas des ports de plaisance producteurs d'énergie, que ce soit les zones de mouillage, que ce soit la construction et la conception des bateaux, c'est tout cet ensemble qu'il faut remettre en cause. Et le fameux rapport Pisani-Ferry, qui a été remis au gouvernement il n'y a pas si longtemps que ça, c'était pas que sur la plaisance, mais cet économiste disait à juste titre, si on se contente des solutions techniques et qu'on ne revoit pas les modèles de développement, on s'avance vers de grandes difficultés. Et lorsque ces difficultés seront là, les entreprises fermeront et les activités s'arrêteront. Et nous, chez V2E, on aime tellement le bateau qu'on veut que ça continue. Eh bien, je crois qu'on aime tous le bateau. Quand on vous écoute, on a juste envie d'embarquer. Merci beaucoup Amandine Deslandes, Marcel. Merci beaucoup Georges Semendy pour cette magnifique association. Et puis, on va poursuivre. On a terminé cette deuxième séquence. On l'a vu, les enjeux écologiques sont présents. Il est incontournable de penser développement durable, engagement responsable pour préserver cet environnement marin qui est si précieux.
Alors les images que l'on vient de voir, elles nous intriguent un peu, mais pour mieux les comprendre et mesurer les menaces qui s'exercent sur l'érosion exercées par l'érosion des littoraux, Anne-France Grux, directrice de la communication de la société Secure, va nous expliquer tout cela. Et puis, comme on le comprend, il faut qu'on protège la mer, mais je crois qu'il faut qu'on soit d'autant plus vigilant que la mer peut nous protéger. La mer est protectrice et c'est le docteur Mathieu Coulange qui nous éclairera sur les vertus de la mer, notamment lors de la plongée sous-marine. Donc Anne-France Grux, société Secure. Donc chez Secure, on peut protéger le littoral en utilisant des solutions basées sur la nature. Expliquez-nous. Oui, exactement. Donc Secure, anciennement Géocorail, donc la petite vidéo qu'on a vue était au nom de Géocorail, mais fait partie, donc, comme vous le dites, des solutions qui sont dites biomimétiques, basées sur la nature. Et l'idée, c'est de dire que dans l'eau, il y a du calcaire, on le voit dans nos canalisations, on le voit dans une bouilloire. Le calcaire, c'est de la roche, et avec la roche, on peut construire. On peut construire des maisons, on peut construire des tas de choses. Et donc, l'idée, c'est d'utiliser cette roche qui est présente dans l'eau de mer pour fabriquer des ouvrages sous-marins en s'affranchissant autant que possible du béton. Aujourd'hui, c'est plus un scoop que le béton est un peu une catastrophe écologique, euphémisme. Et donc voilà, donc on fabrique des cailloux à partir d'eau de mer. Et donc la slide qui s'affiche, c'est concrètement comment ça marche. Donc pour ceux qui se souviennent de leur cours de chimie du collège, c'est une électrolyse d'eau de mer. Pour les autres, je vais réexpliquer, c'est très simple. Il suffit de mettre un élément métallique dans l'eau de mer, quel qu'il soit, n'importe quelle forme, n'importe quel métal. Nous, la plupart du temps, on utilise de l'acier brut non galvanisé, parce que la galvanisation entraîne des relargages dans le milieu. Donc on met cette grille dans l'eau de mer, on injecte de l'électricité très basse tension. Le passage de l'électricité dans la cathode, dans cette grille, va générer la précipitation des ions, donc le calcium, le magnésium, qui sont présents en quantité infinie dans l'eau de mer. On ne va pas appauvrir le milieu. Et ça va générer, donc ça va faire croître une roche autour de l'armature métallique, et qui est une roche qui a la particularité d'être très adhésive. Donc elle va adhérer à la fois à la grille et également s'il y a des éléments autour, du sable ou des coquillages, ça va également les agglomérer. C'est ce qu'on voit sur la deuxième slide, en fait, où vous allez pouvoir avoir un peu une frise du temps. Merci beaucoup. Où on voit voilà, donc, une grille et petit à petit tous les éléments qui vont s'agglomérer autour. Donc bon, il y a deux parties, une grille ou même un textile, ça c'est une autre façon d'utiliser le procédé. On peut aussi le mettre sur des textiles pour avoir des usages même beaucoup plus souples encore que de la grille. Et donc à quoi ça sert? Parce que oui. Voilà, fabriquer des cailloux dans l'eau, à quoi ça sert? Il y en a déjà pas mal. Donc ça sert à trois choses. La première chose, la vocation première de Secure, c'est de lutter contre l'érosion. La plupart des populations mondiales vivent sur le littoral et il y a des enjeux forts de protection. Alors, il y a des endroits où on ne pourra pas protéger partout. Il y a des endroits où la solution, ça sera le recul. Il y a des endroits où il faut imaginer d'autres choses. Mais il y a des endroits à fort enjeu et qu'il faut protéger. Et donc là, l'idée, c'est de venir les protéger plutôt avec le système Géocorail. On va voir les trois solutions sur la dernière slide. Oui, c'est on répare plutôt qu'on remplace, en fait. Hein. Alors, il y a deux choses. Il y a aussi cet aspect de réparabilité. Les ouvrages, la première chose, on peut construire des ouvrages qui protègent le trait de côte. Donc là, ça va être des brises-houles, des digues, des choses vraiment qui vont soit empêcher que le sable ne parte de la côte et ne parte au rivage, soit vraiment protéger un point donné. La deuxième chose, comme vous le dites, c'est la réparabilité. Aujourd'hui, dans les travaux sous-marins, on a le réflexe de casser. Un quai ne marche plus, un quai s'effondre, on le casse et on le remplace. Et ça, c'est vraiment c'est une logique qui est coûteuse et qui n'est pas vertueuse. Nous, comme on a un procédé qui est vraiment très simple, un peu de métal, un peu d'électricité, de l'eau de mer, on peut faire des patchs, on peut réparer et éviter du coup de remplacer. Donc ça, c'est la première manière d'être écolo, c'est de prolonger la durée de vie. Et la dernière chose, c'est que donc, cette roche, elle a la même structure cristallographique que les coraux. Et donc elle est extrêmement colonisable, on dit qu'elle est bio-érodable, donc les organismes vont pouvoir la coloniser extrêmement vite et donc elle va avoir un double aspect de protection et en même temps de colonisation rapide par la biodiversité.
Et donc la société Secure travaille en France, à l'étranger, à l'international. Et vous m'avez dit en préparant que c'était vraiment la collaboration avec les pouvoirs publics qui vous permettait de transformer et en tout cas de soigner ce littoral qui subit l'érosion. Oui, c'est vrai, tout à fait. C'est important pour moi, dans un monde où on est beaucoup dans le bashing permanent, quelles que soient les idées politiques, en tout cas pour moi c'était une découverte. Je ne viens pas de ce milieu-là, des marchés publics. En France, nos clients sont publics, parce que le littoral est public. Et donc c'est l'État qui agit pour prendre les décisions. Et l'État fait un travail, en l'occurrence, qui est vraiment formidable. Et sans eux, on n'existerait pas autant, parce qu'ils font très attention à l'artificialisation du littoral. Ils regardent ce qui est mis. Ils ne subventionnent pas ou plus des projets sans les conditionner à ce que les choses aillent dans le bon sens, en tout cas dans le sens de la transition écologique. Donc c'est vrai qu'on n'est pas habitué à voir les choses comme ça. On n'est pas habitué à dire ça, mais moi je vous le donne ce témoignage de manière empirique. Aujourd'hui, vraiment, l'État... C'est du vécu. Voilà, l'État nous aide. Alors parfois, c'est vrai, ils ont un cadre strict et il faut rentrer dedans. Mais en tout cas, nous, on trouve que... Ils travaillent plutôt bien à essayer de conserver le pays, même si il y a toujours des choses à faire. Bien sûr, merci beaucoup Anne-France. C'était une découverte de s'apercevoir qu'on pouvait comme ça agir de manière vertueuse pour éviter l'érosion des littoraux. On voit bien que le milieu marin, c'est une richesse incroyable. C'est d'autant plus, il faut en prendre soin parce que la mer, elle est connue comme une source de bien-être. Mais plus encore, et ça va sûrement vous surprendre, ce sont les profondeurs marines et la pratique de la plongée, je crois, qui ont conduit au développement d'une médecine qu'on dit hyperbare subaquatique. Et on a la chance, merci beaucoup, docteur Mathieu Coulanges, ce midi, pour nous expliquer un peu de quoi il s'agit quand on parle de médecine hyperbare subaquatique, sachant que vous êtes spécialiste évidemment de cette médecine et chef de service aux hôpitaux de l'AP-HM à Marseille. Effectivement, merci beaucoup de me permettre de parler de ce sujet qui me passionne. On utilise depuis un demi-siècle la pression et l'oxygène dans nos hôpitaux pour traiter les patients des maladies chroniques, des plaies, des infections, des lésions liées à la radiothérapie. Mais c'est le monde hospitalier, c'est des gros caissons, c'est quelquefois un petit peu impressionnant pour nos patients. Et ça, c'est un demi-siècle avec des résultats très intéressants. Et à côté de ça, il y a une médecine qui s'est développée, alors pas de notre fait, mais plutôt du fait de la pratique des plongeurs, qui, depuis une dizaine d'années, lorsqu'on faisait des conférences pour leur dire attention, la plongée, ça peut être dangereux, nous disaient écoutez, vous êtes bien gentils, mais moi je pratique la plongée parce que ça me fait du bien. J'aimerais bien que la médecine s'intéresse un petit peu à ces bienfaits. Et donc, il y a à peu près une dizaine d'années, avec un laboratoire d'Aix-Marseille Université, on a ouvert cette thématique de santé bleue. Et on a essayé de comprendre un petit peu les mécanismes et on a essayé de mettre en place un protocole de recherche autour des bienfaits de la plongée sur la santé psychique. Et on a commencé des études comme si on comparait des médicaments. On a comparé la plongée à Niolon versus le kayak à Sormiou. Et on a vu effectivement que ça avait un impact sur le stress de la vie quotidienne. Et peut-être de façon plus importante lorsqu'on pratiquait la plongée. On est allé un peu plus loin, on a travaillé avec les blessés psychiques de l'armée de terre, on a travaillé avec les victimes des attentats de Paris qui présentaient un stress post-traumatique. Et on les a amenés en Guadeloupe, à Malte, et on a comparé. Il y en avait une vingtaine qui faisaient de la plongée, une vingtaine qui faisaient du multi-activité. Et les gens qui pratiquaient la plongée ont réussi à passer ce cap difficile du stress post-traumatique. On s'est mis aussi à travailler avec des collègues de l'hôpital de Creil sur la résilience post-cancer. Et tout ça nous a permis de publier des données scientifiques dans des revues de haut niveau et de pouvoir asseoir vraiment un substrat scientifique à cette pratique qui était bonne sur le plan psychologique pour toutes ces personnes-là. Les perspectives, c'est quoi ? Maintenant, c'est continuer à avoir des données scientifiques. S'intéresser peut-être, là on était beaucoup dans la pathologie encore une fois, c'est malheureusement quand on est médecin on veut toujours aller dans la pathologie, et là c'est le monde du travail qui est venu vers nous en nous disant c'est bien, vous traitez toutes les pathologies du stress, mais finalement on pourrait peut-être développer une autre thématique qui est la qualité de vie au travail. Et oui. Et donc on s'est rapproché du centre scientifique de Monaco, qui est très attaché aussi à cette thématique, qui permet en plus de sensibiliser les gens sur la protection de la nature. Et on a lancé un grand projet pour nos personnels soignants, c'est de leur proposer cette activité subaquatique pour faire la qualité de vie au travail. Et ce qui était assez amusant, c'est qu'en fait, on s'est rendu compte qu'on leur faisait du bien-être,
mais qu'on nous rapportait aussi qu'en pratiquant cette plongée, on allait mieux, mais on développait d'autres compétences qui pouvaient être très intéressantes dans le monde du travail. Et ça, c'est l'Institut c'est l'IAE à Aix-Marseille Université qui travaille sur tout ce qui est management, qui nous a dit, écoutez, c'est génial, ça fait du bien, et puis ça permet de faire de la performance au travail, donc il faut continuer dans cette optique. Donc c'est extraordinaire. Là, on a eu entre votre témoignage, Dr Coulanges, et puis Amandine juste avant, pour les entreprises qui nous écoutent, on peut aller soit pratiquer la voile, soit effectivement se découvrir sur la plongée. Dans tous les cas, ce sont des thématiques et des sujets qui trouvent des résonances dans le monde de l'entreprise. Donc c'est absolument passionnant. Vous m'avez aussi parlé, quand on a préparé, d'un projet de maison mère santé sur lequel vous travaillez, je crois. Effectivement, il y a beaucoup de choses qui se passent autour du sport santé et notre rêve serait de créer à Marseille la première maison mère santé qui permettrait de réunir tous les acteurs scientifiques, les pratiquants potentiels, mais également les acteurs économiques, les structures associatives et les entreprises qui proposent ces activités-là, et puis tout le monde du tourisme autour qui peut justement accueillir des gens qui viennent de toute la France, mais aussi de pas mal de pays hors France qui viendraient pratiquer cette plongée dans un environnement qui est quand même assez exceptionnel dans notre parc des Calanques. Et ce projet, il est dans une perspective court terme, moyen terme, parce qu'on entend, on sait, la présidente de la République a fait le choix d'une année 2025 qui soit dédiée à la mer. On a, nous, ici à Marseille, le projet Capitale de la mer aussi, dont on parle beaucoup. On voit qu'il y a beaucoup de choses. On a entendu le top 20, donc, qui fédère les grandes entreprises de ce territoire, qui exprime le souhait d'un Davos de la mer, entre guillemets, qui pourrait aussi se situer sur l'horizon fin 2025. Donc cette maison mer et santé pour des pratiquants et des acteurs scientifiques et des entreprises, vous l'imaginez à quel horizon ? Juste après les JO, je l'espère. Puisqu'il y a une très belle marina dans laquelle il y aura des locaux qui pourraient être peut-être porter ce projet. Les maisons sport santé existent, mais par contre, créer cette maison mère santé, j'espère que ça pourra être Marseille, parce que je sais que nos amis antillais également sont en train de pousser très très fort pour créer aussi cette maison mère santé. Donc j'espère que les JO nous permettront de lancer ce projet qui est attendu par tous les acteurs économiques de Marseille. Formidable, je pense que là, on a tous été un peu bluffés. En tout cas, moi, en préparant cette séquence, j'ai été particulièrement ébahi par les découvertes que j'ai pu faire. Et c'est vrai que cette médecine hyperbare subaquatique, c'est beaucoup de patients. Comment on fait lorsqu'on souhaite bénéficier ? Il faut une prescription, bien entendu, j'imagine. On ne se présente pas comme ça. Combien de patients à peu près vous traitez ? Parce qu'on a tous envie potentiellement, enfin, toutes celles et ceux qui ont des difficultés, auraient envie de se tourner vers ce type de médecine douce. Je pense qu'il y a vraiment deux thématiques. Il y a le bien-être, là c'est ouvert à tous et il faut aller dans les clubs. On a des structures qui font ça depuis très longtemps et qui ont développé des protocoles spécifiques pour faire la plongée bien-être, dans lequel on verra que la découverte de l'environnement aussi, la biologie marine peut apporter énormément de choses. Puis il y a la plongée thérapeutique, où là effectivement on rentre dans le cadre du sport santé, il faut une prescription. On espère bientôt aussi une prise en charge par nos pouvoirs publics. Certaines associations le font, mais il y a encore un problème de financement. Et puis après, il faut aller vers des structures qui sont un peu sensibilisées à ce type de pratique, parce qu'on a affaire à des patients qui peuvent présenter quand même quelques difficultés dans cet environnement. Bien sûr. Et pour la plongée, là aussi, on se l'est dit en préparant, il y a des clubs de plongée sur notre territoire, mais on peut aussi espérer qu'ils soient mieux installés, mieux pour offrir à la fois aux visiteurs, mais aussi aux habitants des conditions de pratique qui soient peut-être plus confortables. On sait qu'à certains endroits, c'est pas toujours simple d'aller plonger. Et juste une précision, on parlait de tout ce qui est subaquatique, mais on sait que la nage, par exemple, la contemplation, les sports de voile, il y a une très belle association qui s'appelle Guérir en mer à Marseille qui fait naviguer les soignants. Donc toutes les activités nautiques et subaquatiques peuvent avoir des effets sur la santé. Des effets positifs.
Merci beaucoup Anne-France Grux pour la société Secure et puis docteur Mathieu Coulange. On a un timing qui est respecté. On va laisser les internautes qui nous regardent aller déjeuner. Un grand merci pour votre participation. Je remercie évidemment l'ensemble des partenaires de cette session 2 de l'Académie One Provence sur l'économie bleue. On a expérimenté un format. On verra comment on organisera les prochaines sessions. Et en tous les cas, merci de votre participation. À bientôt et très bonne continuation à toutes et tous.